Bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants, pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. L'air ce matin-là semblait plus lourd que la pierre. Il ne se voyait pas, mais il pesait sur chaque pas, sur chaque souffle. Avant même que l'on aperçoive les remparts de la ville, le nez avait déjà compris où il arrivait. Sombreval ne se découvrait jamais par les yeux, mais toujours par l'odeur. Martin de Vaux avança sur le vieux pont de bois qui grinçait sous ses bottes. Le ciel tirait vers le gris. Un nuage bas s'étirait au-dessus des toits comme une couverture effilochée. En contrebas, la rivière charriait une eau sombre, tachetée de mousse, qui frappait les piles du pont dans un clapot régulier. « Voilà donc l'accueil », murmura-t-il. Il huma malgré lui, fronça le nez et soupira. Le manteau qu'il portait, imbibé d'autres villes, d'autres marchés, semblait soudain inutile. Il avait beau être lourd et chaud, il ne filtrait rien. L'air traversait tout. Sombreval s'ouvrait devant lui. Des remparts épais, percés de meurtrières, des tours carrées, coiffées de toits d'ardoise noire, des ruelles en pente qui descendaient vers la rivière, comme des coulées figées. Tout avait la couleur de la suie. Mais ce qui restait, ce qui dominait, c'était l'odeur. Elle ne se définissait pas d'un seul mot. Elle était un mélange. Cuir mouillé, fumée grasse, paille moisie, poisson salé et oublié, sueur qui collait au mur. C'était une odeur vivante, tenace, toujours en mouvement. Martin serra contre lui sa besace remplie de rouleaux de tissu. Chaque étape de sa route passait par ce geste, sentir le poids de ses affaires, se rassurer sur leur valeur et se rappeler pourquoi il voyageait. Au premier carrefour, une femme riait. Elle battait du linge dans une auge. L'eau éclaboussait ses bras nus. Elle leva la tête et en voyant l'étranger, lança « Tu pinces le nez comme un enfant voyageur. On dirait que tu découvres Sombreval pour la première fois. » « Je découvre, » répondit Martin. « Et ton nom, c'est ?»« Jeanne, lavandière. » Ici, tout le monde m'appelle Jeanne la lavandière, comme si j'étais la seule à laver. Pourtant, regarde autour de toi. On pourrait laver des siècles entiers et rien ne changerait. Elle éclata de rire, essora un drap et l'étendit sur une corde tendue entre deux maisons. Le tissu dégoulinait, mais il portait encore l'empreinte de la rivière. Martin lui rendit son sourire, un peu forcé. Il continua son chemin. Plus il s'approchait du cœur de la cité, plus l'odeur gagnait en épaisseur. Elle s'infiltrait dans ses cheveux, dans ses manches, jusque dans les coutures de son sac. Elle semblait avoir pris l'habitude d'habiter chaque être, chaque pierre. Un enfant passa en courant, un chien à ses trousses, les pieds éclaboussant une rigole centrale. L'eau y roulait sombre et lente, gonflée de déchets, des morceaux de légumes pourris, des restes de poissons, des lambeaux de cuir y flottaient. Les passants ne détournaient pas les yeux, comme si la rigole faisait partie du décor, aussi normal que le pavé lui-même. Martin observa un instant. Il nota mentalement la façon dont les habitants ne semblaient pas même respirer différemment. C'était comme une seconde peau invisible. Il reprit sa marche, franchit une porte voûtée et entra dans une ruelle plus étroite encore. Là, les murs se touchaient presque, et le ciel n'était plus qu'un trait gris au-dessus. Le sol glissait, luisant d'humidité. Les volets fermés goûtaient de l'eau croupie. Tout semblait imprégné, imbibé. Il pensa « On voit les pierres, mais ce n'est pas elles qui parlent.
Ici, c'est le nez qui raconte l'histoire. À chaque pas, il comprenait que Sombreval ne cherchait pas à cacher ce qu'elle était. La cité n'avait pas honte. Elle vivait dans cette odeur comme un poisson dans son eau. Ceux qui y étaient nés avaient appris à respirer autrement, à trouver des nuances là où lui ne sentait qu'une masse indistincte. Il croisa un charretier qui transportait des pots. L'homme leva la main en signe de salut et lança « Nouveau venu ? Tu ferais mieux d'habituer ton souffle vite, sinon tu ne tiendras pas longtemps. » Martin répondit d'un signe de tête et continua. Ses bottes écrasaient des pailles humides, ses yeux piquaient légèrement. Pourtant, il avançait toujours. Enfin, après de longues minutes, il leva les yeux vers la masse sombre qui dominait la ville. Le château. Ses murs épais surgissaient derrière les toits, silhouette ferme au-dessus du désordre. C'était censé être le refuge, l'endroit où l'air se purifiait un peu, où les couloirs frais offraient un répit. Martin sourit, presque soulagé. Peut-être que là-haut, les pierres respiraient autrement. Peut-être que l'odeur s'atténuait derrière les grandes portes. Mais en approchant, une rafale descendit des hauteurs. Elle portait avec elle la même senteur lourde, mêlée de suint et de fumée. Les drapeaux qui claquaient au vent vibraient du même parfum âcre que les ruelles. Martin resta immobile, les yeux levés. Même le château, dit-il à voix basse, même le château ne semblait pas différent. L'air avait changé de texture en descendant vers la grande rue. Plus lourd, plus tiède. Il semblait coller à la peau comme une nappe humide. Martin se retrouva devant une allée si large qu'on pouvait à peine croire qu'elle appartenait à la même ville. Elle serpentait en pente douce, pavée de pierres disjointes. Au centre, une rigole ouverte coulait, interminable, comme une plaie qui ne cicatrisait jamais. L'eau charriée n'avait rien d'un ruisseau clair. Elle roulait sombre et huileuse, gonflée d'ordures. Des pots de légumes, des arêtes de poissons, des chiffons détrempés glissaient lentement dans le flux. Des enfants jouaient pourtant à sauter d'une pierre à l'autre, leurs éclats de rire couverts par le grognement des porcs qui fouillaient le courant avec leurs groins. Le contraste frappait Martin, la joie sonore des enfants contre la noirceur de ce qui les entourait. Un souffle de fumée monta soudain d'une grille, à demi bouchée par des branchages. L'odeur piqua la gorge de Martin, qui toussa. Un vieil homme, assis sur un banc branlant, leva les yeux et lâcha d'une voix éraillée. « Premier jour, voyageur, tu verras, ça entre dans le nez, puis dans le sang. Après un temps, on n'y pense plus. » Martin força un sourire et hocha la tête sans répondre. Il avait déjà compris que le silence lui servait mieux que la parole. Il continua de descendre la rue. Tout autour, les échoppes s'ouvraient à même les façades. Étals de viande encore tiède, peaux de mouton retournées, sacs de farine éventrés qui blanchissaient la poussière. Chaque pas l'enveloppait d'une senteur différente, parfois brève et presque supportable, parfois si persistante qu'il avait l'impression de la mâcher. Un cri attira son attention. Un homme s'était arrêté, vacillant. C'était un voyageur, sans doute arrivé par la route du port. Sa cape encore salie de sel collait à ses épaules. Il porta une main à sa bouche et tituba, le visage blême. Autour de lui, des passants s'esclaffèrent. Un garçon lança. « Regarde-le, il s'évanouit pour 3 relents de poisson. Quelle délicatesse !» L'homme chancela vraiment cette fois, ployant les genoux. Un marchand l'attrapa par le bras pour l'empêcher de s'écrouler. Martin s'approcha. Le marchand haussa les épaules et lâcha. Toujours les étrangers qui croient que notre air est un poison. Mais nous, c'est notre pain quotidien. Si tu n'apprends pas vite à respirer, ami, tu n'iras pas loin. Le voyageur ouvrit à peine les yeux. Il balbutia quelque chose qu'on ne comprit pas. Sa main tremblait encore, cherchant à repousser l'air lui-même. Martin détourna le regard. L'homme n'était pas le premier, ni le dernier à tomber ainsi.
Un peu plus bas, la rigole formait une flaque stagnante. L'eau y semblait plus noire que le reste, luisante d'un reflet métallique. Des mouches s'y agglutinaient, compactes, comme attirées par un secret invisible. Martin ralentit le pas. Intrigué, il nota mentalement l'endroit, car la tache ne ressemblait pas aux autres. L'odeur en était différente, plus acide, presque coupante. Elle lui rappela la rouille d'un vieux clou. Un enfant lança un caillou dans la flaque et un nuage de mouches s'envola avant de se reposer aussitôt. Le mouvement ne dura qu'un instant, mais Martin l'imprima dans sa mémoire comme un signe à retenir. Il poursuivit son chemin jusqu'à s'arrêter devant l'étalage d'un tanneur. L'homme, grand, massif, les mains tachées à jamais, soulevait une peau encore dégoulinante. L'odeur d'ammoniac montait de ses bas couverts. Martin plissa les yeux. Le tanneur le remarqua et éclata de rire. « Tu viens pour du cuir, étranger? Ou bien, c'est ton nez qui se plaint? » « C'est lui qui parle le plus fort ici, » répondit Martin en esquissant un sourire. « Et encore, tu ne connais pas les bons jours. L'odeur, on la vend comme le reste. Regarde, sans elle, tu n'aurais ni chausse, ni sac, ni bride pour ton cheval. Tu vois, on respire ce qu'on gagne. » Martin hocha la tête. Il sentait que l'homme n'exagérait pas. Les odeurs semblaient former une monnaie invisible, un prix que chacun payait sans plus y penser. La rue s'élargissait encore, accueillant un marché improvisé. Des cajots de fruits, de maigres fromages jaunis, du poisson salé entassé sur des tables brutes. Les cris se mêlaient au piaillement des volailles. Martin s'arrêta un instant pour observer. Il entendit alors un murmure. Le voyageur qu'il avait vu s'évanouir venait de se redresser contre un mur, soutenu par un jeune garçon. Ses lèvres remuaient. Martin s'approcha pour l'écouter. Le visage de l'homme restait pâle, mais ses yeux fixaient un objet qu'il tenait à la main. C'était un coffret de bois sombre, grossièrement sculpté. Il le repoussa comme s'il lui brûlait la paume. Sa voix rauque lâcha un mot qui se perdit dans le tumulte. Martin ne comprit pas tout, mais il vit son doigt montrer une marque gravée sur le bois, une forme simple, ronde, au centre de laquelle s'ouvraient 3 pointes, comme une fleur étrange. Le voyageur balbutia encore, avant de retomber dans un silence épuisé. Martin fronça les sourcils. Il connaissait assez les sots de marchands pour savoir que celui-ci n'était pas ordinaire. Personne autour ne sembla y prêter attention. On ramassa le coffret et on le jeta près de la rigole, comme un déchet sans valeur. Pourtant, Martin eut la sensation qu'il venait d'apercevoir un fil à tirer, une trace qu'il ne faudrait pas oublier. Il resta immobile un moment, le souffle coupé. Puis, il entendit la voix du jeune garçon qui murmurait à son oreille. Il a vu quelque chose dessus, quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Les portes de Sombreval se refermaient sur les rues comme une cage qui se resserrait. Martin, en quittant la grande allée, décida de suivre une venelle qui montait en zigzag. Les pavés se faisaient inégaux, et chaque pas réveillait un écho sourd sous les semelles. Les murs, plus proches les uns des autres, retenaient l'air au point qu'on aurait dit une poche saturée. L'odeur n'était plus seulement un souffle qui passait, mais une présence qui collait à la gorge. Un gamin sortit en courant d'une petite maison et manqua de le heurter. Martin le retint par le bras. Le garçon sentait la suie à paille humide et un reste de soupe collé à sa tunique. Il rit et s'échappa. Martin observa la porte entr'ouverte, curieux. Il s'approcha et demanda d'une voix polie. « Puis-je entrer? J'aimerais acheter un peu d'eau chaude. » Une femme parut. Elle leva les yeux, soupira et l'invita d'un signe. Martin passa le seuil. L'intérieur le frappa aussitôt. La pièce unique baignait dans une fumée douce, mais constante. Le foyer, ouvert au centre, crachotait plus de fumée que de flammes.
Les poutres dessus, sombres et brillantes, semblaient suinter comme si elles avaient bu des années de fumée et de graisse. Au sol, des bottes de paille tassée remplaçaient les tapis. Elles exhalaient une odeur de moisi, mais les habitants ne semblaient pas s'en soucier. La femme posa devant Martin une écuelle d'eau, encore tiède. Il y trempa ses doigts, se les passa sur le visage. La chaleur calma un instant la morsure de l'air extérieur. Un homme entra à son tour, portant une gerbe de bois humide. Il grogna, déposa son fardeau et s'assit. La famille riait autour d'un maigre ragoût qui mijotait, épais et odorant. Martin pensa, ici, l'air n'entre pas, il reste. Ce qui se cuisine, ce qui se brûle, tout s'accroche. Oh, il observa la table basse, des cuillers de bois noircis, des gobelets fendus, des croûtes de pain. Tout respirait la vie simple et l'usure. La fumée, elle, faisait office de compagnon. Elle s'enroulait dans les cheveux, dans les draps, et même dans le peu de linge pendu au clou. « Vous devez venir d'ailleurs, » dit l'homme sans lever les yeux. « Votre nez travaille encore. »« C'est vrai, » répondit Martin. « Ici, même les poutres semblent pleurer de l'odeur. On n'y pense plus, ajouta la femme. Quand le matin se lève, on rouvre les volets, mais l'air est le même dehors. Alors on ferme et on vit avec. » Un enfant lança une bûche dans le feu. Des étincelles s'élevèrent et, soudain, une langue de flamme lécha la paroi de bois. Le foyer craqua. La fumée s'épaissit brusquement. La femme cria. L'homme jeta son manteau pour étouffer le début d'incendie. Martin s'élança, renversa une cruche d'eau sur le foyer. Le danger se calma, mais l'odeur, elle, devint plus lourde encore. Une épaisseur âcre s'installa, et chacun reprit son souffle. Avec peine, l'enfant pleurait. Le père lui caressa la tête. Ce n'était rien, seulement un sursaut du feu. Ici, les poutres ont plus de souvenirs que nous. Martin, en relevant le manteau humide, aperçut un petit éclat métallique tomber sous la poutre brûlée. Intrigué, il le ramassa. C'était une plaque mince, un fermoir peut-être, terni mais reconnaissable. Au centre, un motif simple, gravé, 3 pointes qui formaient une fleur. Il resta figé un instant, la même marque sur le coffret jeté près de la rigole. Il rangea discrètement la pièce dans sa besace. L'homme, occupé à replacer ses bûches, ne remarqua rien. Mais en sortant, Martin croisa un voisin accouru à cause de la fumée. C'était un artisan au tablier couvert de copeaux. Ses yeux tombèrent aussitôt sur la plaque dans la main de Martin. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'un ton sec. Martin hésita puis répondit « Sous une poutre noircie. » Je pensais que c'était un simple débris. L'artisan s'approcha, la prit entre ses doigts calleux et plissa les yeux. Non, non, ce signe, je le connais, ce n'est pas une décoration. Ce signe ouvre des portes. Martin le regarda, surpris. Quelle porte? Celle qu'on ne montre pas à tout le monde, dit l'artisan baissant la voix. Garde-le précieusement, étranger, mais fais attention à qui tu le montres. Il rendit la plaque et repartit sans un mot de plus. Martin resta seul dans la venelle. Le soir tombait doucement, et le ciel gris se fondait avec la fumée qui sortait des cheminées. L'air portait à nouveau ce mélange de suie, de paille et de sueur. Mais désormais, il y avait quelque chose de plus. Un secret gravé dans le métal, un fil qui reliait les maisons au marché, et peut-être au-delà. Il serra sa besace et reprit sa marche, l'esprit plus lourd que ses pas. Ce signe, répéta-t-il en silence, ouvre des portes. Et derrière ces portes, il savait déjà qu'il ne trouverait pas seulement des odeurs, mais des vérités que Sombreval préférait garder enfouies. Le matin suivant,
Martin descendit vers la place centrale de Sombreval. Le ciel demeurait bas, traversé de nuages effilochés qui semblaient flotter à la même hauteur que les toits. Dès qu'il s'approcha, il sut qu'il atteignait le marché. L'air se transformait en patchwork d'odeurs, une mosaïque invisible qui changeait à chaque pas. À gauche, un étal débordait de fromage. Il formait une montagne blonde, certains creusés de cavités bleutées, d'autres gonflés jusqu'à s'affaisser. Leur parfum était si puissant qu'il piquait les yeux. À droite, un marchand déballait des sacs d'épices, poudre rouge, graines dorées, bâtons sombres. Leur senteur, chaude et vive, tranchait comme une note claire dans la cacophonie ambiante. Plus loin, un poissonnier criait sur ses clients en jetant des sols grisâtres et des anguilles qui remuaient encore faiblement. Les têtes ouvertes laissaient déjà couler une liqueur rance. Martin avançait lentement, absorbant chaque nuance, comme un scribe copie les lettres d'un texte. Il se disait que le marché, ici, n'était pas seulement un lieu de commerce. C'était une sorte d'orgue où chaque métier soufflait sa propre odeur. Un choc survint. Soudain, devant l'étal d'un marchand de viande, une dispute éclata. Un client furieux brandissait un morceau de carcasse brune et criait qu'elle sentait la charogne. Le marchand jurait qu'elle était fraîche, mais l'air ne mentait pas. Même Martin, habitué au relent de voyage, recula d'un pas. La pièce exhalait une odeur de pourriture avancée. La foule se serra, les voix montèrent, on lança la viande par terre, et un chien s'en empara aussitôt, arrachant un lambeau sous les rires nerveux. Mais le tumulte ne s'arrêta pas là. D'autres clients se mirent à fouiller les caisses du marchand. Plusieurs morceaux présentaient la même odeur âcre. Les protestations devinrent huées. Le marchand, rouge de honte, tenta de couvrir les caisses avec une toile. Trop tard. Des mains arrachèrent la toile et jetèrent les pièces avariées sur la place. Un souffle de colère monta comme une fumée invisible. Martin s'éloigna légèrement pour observer. Dans la confusion, il remarqua quelque chose que personne ne regardait. Sur l'une des caisses rejetées, l'ombre d'un motif. Le bois portait une trace ronde, presque effacée, au centre de laquelle s'ouvraient 3 petites pointes. La même fleur gravée que sur le coffret abandonné et sur la plaque métallique retrouvée sous la poutre. Il s'approcha quand la foule se dispersa. Un vieux manteau recouvrait encore une caisse fendue. Martin écarta le tissu. L'odeur de viande gâtée le frappa de plein fouet, mais il tint bon. Entre 2 planches brisées, un petit carnet, chiffonné par l'humidité, apparaissait coincé. Sans réfléchir, il le saisit et le glissa dans sa besace. Personne ne sembla le voir. L'agitation retenait les regards ailleurs. Un homme, cependant, croisa son chemin. Le vendeur humilié, rouge encore de colère, le fixa avec suspicion. Martin hocha la tête d'un air neutre, comme pour lui signifier qu'il n'avait rien pris d'important. L'autre détourna les yeux, accaparé par ses clients mécontents. Mais Martin sentit son cœur battre plus vite. Le carnet était là, dans sa sacoche, lourd comme une promesse. Il reprit sa marche parmi les étals. Les cris reprenaient peu à peu. La vie du marché se réinstallait comme si rien ne s'était passé. Les épices, les fruits, les volailles vivantes, tout retrouvait son rôle dans l'immense théâtre de Sombreval. Pourtant, Martin ne voyait plus qu'une chose. Ce signe répété, cette fleur à 3 pointes qui semblait réapparaître comme une ombre obstinée. Il passa devant une table où un marchand vendait des étoffes. Le tissu roulé de bonne facture portait un coin marqué d'un sceau presque identique. Martin sentit son souffle se figer. Le motif, ici, n'était pas caché. Pourtant personne autour ne s'en souciait, comme si le symbole était devenu trop banal pour attirer les regards. Il pensa: on me laisse le voir parce que tout le monde croit qu'il n'a plus de sens.
mais répété autant de fois, il ne peut pas être anodin. Il serra sa besace contre lui et décida de quitter le marché avant d'attirer davantage l'attention. Ses pas l'emmenèrent dans une ruelle plus calme. L'odeur y changeait encore, un mélange de cuir, de poussière et de cendre. Il leva les yeux vers le ciel étroit, respira profondément, puis s'arrêta, car dans l'ombre de l'angle, quelqu'un le regardait, une silhouette immobile, trop loin pour distinguer un visage, mais assez proche pour que Martin sente son regard peser sur lui. Quand il fit mine d'avancer, l'ombre se détourna et s'éloigna à grands pas. Martin resta figé, le cœur battant. « Une ombre, murmura-t-il, m'attendait déjà dans cette ruelle. » Et il comprit qu'il n'était plus seul à chercher ses marques. Martin posa le carnet sur la table et resta longtemps immobile. La pièce où il s'était réfugié était une petite chambre d'auberge, basse de plafond, où la suie s'accumulait sur les poutres comme de la poussière qui ne tomberait jamais. Il hésitait à ouvrir les pages, comme si le simple fait de lire allait changer le poids de l'air. Enfin, il tourna la couverture froissée. L'écriture, tremblée par l'humidité, s'étalait en colonnes. Des dates, des montants, des initiales et des consignes. Les phrases, brèves, ne laissaient pas place au doute. On demandait de dénoncer, de diffuser des rumeurs, d'associer les bains publics à la maladie, à la saleté, au danger. Martin releva la tête, le souffle court. Dans son enfance, il avait entendu parler de villes où l'on se baignait ensemble dans de grandes salles carrelées, où l'eau circulait encore claire. Mais à Sombreval, rien de tel n'existait. On se lavait à l'écuelle, on parfumait les habits, on frottait le linge dans la rivière. Et soudain, tout s'éclairait. Ces bains n'avaient pas disparu d'eux-mêmes. Ils avaient été étouffés. Il lut encore. Plusieurs fois, le même sceau apparaissait, griffonné au coin des notes. Une fleur à 3 points. Chaque fois qu'un paiement était mentionné, le symbole suivait. Les sommes n'étaient pas énormes, mais régulières, versées à des colporteurs de nouvelles, à des scribes, parfois même à des crieurs publics. On leur demandait de répéter que l'eau était un danger, que les chaudières éclataient, que les planchers pourrissaient. Martin murmura. Ils ont tué l'eau pour vendre la paille, le cuir et les parfums. Une phrase notée au détour d'une page le glaça. Les bains, foyers de contamination, doivent disparaître. Nos produits remplaceront l'hygiène par l'habitude. Il ferma le carnet d'un geste brusque. Un coup discret frappa à sa porte. Il sursauta. Quand il ouvrit, Guillaume le tanneur entra, tirant derrière lui l'odeur forte de cuir mouillé. L'artisan jeta un regard inquiet. « On dit que tu fouines trop, Martin. On t'a vu prendre quelque chose sur la place. Et toi, tu savais ?» répliqua Martin en désignant le carnet. Guillaume baissa les yeux. « J'ai entendu des bribes. On parlait d'accidents dans les bains, des chaudières mal construites, des gens brûlés ou malades, mais personne n'a jamais prouvé. Et moi, je n'ai pas le luxe de perdre mes clients. » Martin insista. Ce n'était pas seulement des accidents. On a payé pour amplifier les histoires. On a enterré la pratique, volontairement. Guillaume se passa une main sur le visage. « Tu crois que les gens voudront entendre ça ? Tout le monde s'est habitué. Le cuir, la paille, les huiles parfumées. C'est notre pain. Tu crois qu'ils vont cracher dessus pour des souvenirs d'eau chaude ?» Martin ne répondit pas. Il sentait la résistance, mais aussi la peur. Le soir, il quitta l'auberge pour prendre l'air. Dans une cour sombre, il croisa Éléonore de Montferrand. Elle portait un sachet de fleurs séchées qu'elle pressait contre son nez. Ses yeux brillaient d'une fatigue retenue. « Martin, dit-elle d'une voix basse, j'ai entendu que tu t'intéresses aux bains disparus. Tu savais, Éléonore ? Demanda-t-il. Elle hésita. Je sais seulement que mon frère est mort dans un de ces lieux. Une chaudière a cédé.
Depuis, je n'ai plus supporté l'idée de l'eau enfermée. Alors je parfume. J'empile les senteurs pour repousser ce souvenir. Mais je commence à croire qu'on nous a volé plus que des bains. Martin sortit le carnet et le posa contre le mur. Elle recula d'un pas, comme si l'objet lui brûlait les yeux. Ne me montre pas ça. Si tu continues, tu vas t'attirer des ennemis plus puissants que toi. Elle s'éloigna, laissant flotter derrière elle une trace d'huile de rose. De retour dans sa chambre, Martin découvrit sous la porte un bout de parchemin plié. Une phrase unique, tracée à la hâte. « Laisse tomber ». Il resta assis longtemps, le mot à la main. L'air paraissait encore plus lourd, comme si la ville retenait son souffle. « Quelqu'un ne voulait pas que l'on ouvre cette boîte », murmura-t-il. Le matin du banquet, la demeure d'Éléonore bruissait d'agitation. Les servantes couraient dans les couloirs étroits, leurs bras chargés de linge, de plats, de jarres de vin. Mais ce qui dominait encore plus que les bruits, c'étaient les effluves. Des sachets de fleurs séchées pendaient aux poutres, des bols de pétales trempaient dans l'eau tiède, des huiles coulaient lentement sur des braises pour dégager un parfum capiteux. On aurait dit que la maison entière respirait à travers 1000 bouches, parfumées. Éléonore avançait au milieu de ce balai avec une précision presque militaire. Dans sa main, elle tenait un petit flacon de verre bleuté qu'elle agitait doucement. Une goutte tombait sur un mouchoir qu'elle pressait contre ses tempes. Son regard restait concentré. « Place-les par deux », dit-elle à une servante en disposant des bols de lavande le long du grand hall. « Et ouvre seulement les fenêtres du côté nord, pas celles du sud. L'air doit entrer, mais pas trop. » Martin, invité par courtoisie, observait à distance. Il nota la manière dont Éléonore marchait, comme si chaque pas devait tenir l'odeur à distance. Ses gestes traduisaient un combat invisible. Elle ne cherchait pas à éliminer l'air de son breval, mais à le recouvrir, à l'étouffer sous des couches successives de senteurs plus nobles. Guillaume le tanneur, qui avait apporté un lot de peau travaillée pour les coussins, ricana doucement à l'oreille de Martin. Elle croit qu'un peu de rose et de cannelle vont couvrir des siècles de fumée et de suint. Tu verras, quand la chaleur des corps s'ajoutera, ça percera toujours. Le soir tomba, et les convives arrivèrent. Des nobles vêtus de soie, des officiers de commerce, quelques artisans triés sur le volet. Les tables s'emplirent de plats. Gibier rôti, poissons recouverts d'herbes, pâtés épicés. Des chandelles brûlaient à foison, épaississant encore l'air. Au début, tout sembla fonctionner. Les invités respiraient les parfums avec un soulagement visible, comme si, pour une soirée, ils avaient échappé à la ville. Éléonore souriait. Elle passait entre les convives, offrant des mouchoirs imprégnés d'huile fine. Sa voix douce accompagnait chaque geste. « Respirez, mes amis. Ce soir, l'air lui-même nous sert. » Mais peu à peu, sous la chaleur des corps, les rires, les plats qui s'accumulaient, la réalité reprit ses droits. Une odeur lourde monta du sol, des poutres, des vêtements, l'ammoniaque du cuir, la sueur des serviteurs, la graisse qui crépitait au foyer. Le parfum se fit bataille perdue. Certains invités fronçaient déjà le nez, d'autres toussaient discrètement. Martin, assis non loin du centre, voyait les regards changer. Derrière les éventails et les gestes polis, il apercevait les grimaces étouffées. Guillaume souffla encore, moqueur. Voilà le vrai visage de son breval. Le parfum ne fait que retarder l'inévitable. Soudain, un incident éclata. Un plateau de viande trop gras tomba au sol, éclaboussant un tapis. L'odeur de graisse rance monta aussitôt, insistant, incontrôlable. Le silence fut un instant, lourd. Puis les conversations reprirent, mais plus basses, plus tendues. Martin observa alors un détail.
À l'écart, près d'un rideau, deux hommes bien vêtus se penchaient l'un vers l'autre. Ils parlaient bas, mais leurs regards convergeaient sur lui. Quand leurs manteaux glissèrent un peu, Martin aperçut un coin de tissu dépassant d'une poche. Un morceau de linge marqué du symbole de la fleur à 3 pointes. La même marque, encore une fois, infiltrée jusque dans le cœur du banquet. Il sentit son ventre se serrer. Tout ce qu'il avait découvert dans les ruelles et sur les marchés se tenait maintenant devant lui, au milieu des rires forcés des chandelles. Le réseau ne se cachait pas seulement dans les caisses de poissons ou les carnets chiffonnés. Il se drapait aussi dans la soie et dans l'élégance des convives. Une servante trébucha non loin et laissa tomber un petit tissu parfumé qu'elle portait sur un plateau. Martin se pencha pour le ramasser. Quand il le retourna, son cœur se figea. Le sceau était imprimé sur le coin, net et visible. Éléonore le vit et s'approcha, son visage tendu. « Donne-moi cela, dit-elle bas. Ce n'est pas pour toi. Pourquoi ce symbole est-il ici ? Demanda Martin, serrant le tissu. Elle hésita, puis détourna le regard. Certaines familles ont leur marque. Ce n'est pas toujours ce que tu crois. Elle reprit le tissu et s'éloigna, mais Martin avait compris. Le réseau s'étendait jusque dans la maison d'Éléonore. Peut-être à son insu, peut-être par nécessité, mais il était là. La soirée continua, mais sans éclat. Les parfums se heurtaient toujours à la lourdeur de l'air. Des visages se fermaient, des voix s'éteignaient. Et dans le regard de plusieurs invités, Martin perçut une inquiétude qu'il tentait de masquer par des rires forcés. Quand enfin les convives quittèrent le manoir, la lune s'était levée. Martin sortit dans la cour et respira profondément. Même si l'air extérieur restait épais et âcre, il préférait encore cette vérité nue aux couches de parfum étouffées. Guillaume vint le rejoindre, les bras croisés. Tu vois, même les riches ne peuvent pas acheter un autre souffle. Tout finit par sentir pareil. Martin acquiesça. Mais il gardait en mémoire le tissu marqué, la conversation chuchotée et le malaise d'Éléonore. Le réseau était bien plus proche qu'il ne l'avait imaginé. Au matin, une agitation inhabituelle secoua la demeure. Des servantes couraient d'une pièce à l'autre, cherchant dans les coffres, dans les armoires. Martin, curieux, demanda ce qu'il se passait. On lui répondit à voix basse. « Le coffre de la dame, il n'est plus là. » Martin sentit un frisson lui parcourir la nuque. Le coffre disparu pouvait contenir bien plus que des étoffes ou des bijoux. Peut-être des contrats, des reçus, des preuves. Il resta figé un instant, regardant les visages inquiets des domestiques. « Le coffre !» répéta-t-il. Le coffre n'était plus là au matin. Les jours suivants se ressemblaient, lourds et étouffants. On disait que l'air de Sombreval n'avait jamais été léger, mais là, il semblait peser plus encore, comme si chaque respiration entraînait une fatigue nouvelle. Les gens commençaient à le remarquer, même ceux qui d'habitude riaient de l'odeur et la traitaient comme un simple compagnon. Dans les ruelles, on croisait des visages pâlis, des regards qui se détournaient vite, des enfants qui toussaient plus fort que d'ordinaire. Martin marchait dans les venelles, avec l'impression d'évoluer dans une brume invisible. Le carnet qu'il gardait dans sa besace pesait comme une pierre. Chaque fois qu'il voulait l'ignorer, une rumeur nouvelle circulait, un quartier touché par des malaises, une taverne où plusieurs clients s'étaient effondrés, une fontaine fermée brusquement. Tout se recoupait trop bien avec ce qu'il avait lu dans les notes des marchands. Un soir, il rejoignit Guillaume le tanneur dans son atelier. L'homme avait le visage plus grave qu'à l'accoutumée. Autour d'eux, les cuves dégageaient leur odeur d'ammoniac, mais même ce relent habituel semblait adouci par comparaison avec ce qui circulait dehors. « Tu les entends, Martin ?» demanda Guillaume en désignant la rue. Ils toussent. « Même moi je le sens, et pourtant je croyais que j'étais vacciné contre l'air de cette ville. »
Ce n'est pas qu'une impression, répondit Martin. Regarde. Il déposa le carnet sur l'établi. J'ai noté les dates, les lieux. À chaque fois qu'une cargaison marquée de la fleur à 3 pointes est passée, des malaises sont apparus peu après, toujours autour d'un point d'eau, d'une fontaine, d'un lavoir. Ce n'est pas un hasard. Guillaume fronça les sourcils. Ses grosses mains se crispèrent sur le bois. Tu veux dire qu'ils empoisonnent volontairement? Tu crois qu'on irait jusque-là? Je ne crois pas à un empoisonnement direct, dit Martin calmement. Mais ces produits qu'ils répandent, des poudres, des absorbants, des résidus d'atelier, mal dosés, ils contaminent l'eau. Les gens boivent, lavent, cuisinent avec... Et voilà le résultat. Le tanneur secoua la tête, partagé entre colère et peur. Tu comprends que si je confirme ça publiquement, je détruis mon métier. Les gens me verront comme complice. Et pourtant, je ne peux plus ignorer ce que je vois. Un silence pesant s'installa. Dehors, un cri retentit. Martin et Guillaume se précipitèrent. Dans la rue, une petite foule entourait une femme. À ses côtés, Jeanne la lavandière tenait un enfant dans ses bras. Son visage, d'habitude si ferme, était déformé par l'inquiétude. L'enfant respirait mal. Sa peau pâlissait par endroits. « De l'air, de l'air !» cria Jeanne. Il n'arrive plus à reprendre son souffle. Martin s'approcha, saisit doucement l'épaule de Jeanne. « Depuis quand ?» demanda-t-il. « Depuis hier, » répondit-elle. « Il a bu à la fontaine du quartier bas. Je l'avais pourtant averti, mais les enfants, ils courent partout. » Martin échangea un regard sombre avec Guillaume. La fontaine du quartier bas, exactement l'un des points qu'il avait relevés dans le carnet. Jeanne secoua la tête, furieuse et désespérée à la fois. « Tu vois, Martin ? Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une odeur banale, c'est une menace. On nous fait respirer et boire ce qui nous détruit. » Guillaume se passa une main sur la nuque, le visage fermé. On voyait son dilemme gravé dans chaque ride. « Si je parle, dit-il enfin, ils m'écraseront. Si je me tais, on enterre nos enfants. » Martin posa une main ferme sur son bras. « Alors, parlons ensemble. Pas un seul homme contre eux, mais plusieurs voix. Le carnet, les sceaux, les témoignages. Nous devons les rassembler et choisir un lieu où tout le monde pourra voir. » Ils décidèrent de chercher plus de preuves immédiates. Le lendemain, Martin retourna au caniveau qu'il avait remarqué dès son arrivée. L'eau y stagnait toujours, noire et épaisse. Cette fois, il vit clairement des fibres blanchâtres flotter à la surface, comme si des sacs s'étaient désagrégés dedans. L'odeur métallique et acide piqua sa gorge. Il remplit discrètement une fiole qu'il avait achetée la veille. Ce liquide, il le montrerait aux artisans et aux habitants pour qu'ils sentent par eux-mêmes. Guillaume, de son côté, interrogea d'anciens collègues tanneurs et charretiers. Plusieurs avouèrent à demi-mot avoir transporté des caisses marquées du symbole. Certains disaient qu'elles contenaient des poudres destinées aux litières ou aux ateliers. D'autres parlaient de mélanges absorbants qu'on déversait parfois dans les caniveaux pour calmer les odeurs. Mais tous reconnaissaient que, depuis quelques semaines, les commandes avaient explosé. Un soir, Martin et Guillaume se retrouvèrent chez Jeanne. L'enfant reposait, faible mais encore vivant. Jeanne les accueillit d'un regard ferme. « Je vous ai entendu parler. Si vous cherchez à dévoiler ça, je suis avec vous. Mais il faudra agir vite. La ville entière commence à trembler et certains préféreront taire la vérité plutôt que de l'affronter. » Martin hocha la tête. Le plan commençait à se dessiner. Réunir les preuves, convoquer un cercle d'artisans et de marchands honnêtes, et montrer à tous ce que contenait le carnet. Mais il savait qu'en faisant cela,
il s'exposait à des représailles. Déjà, plusieurs fois, il avait senti des pas derrière lui, des regards qui le suivaient dans l'ombre. Cette nuit-là, alors qu'il quittait la maison de Jeanne, une silhouette surgit d'une ruelle. Un homme encapuchonné le saisit par le bras et souffla à son oreille. « Tu veux jouer au justicier ? Tu finiras par t'étouffer avant les autres. » Puis il disparut, le laissant avec la marque brûlante de la main sur son manteau. Martin aspira profondément, mais l'air lui sembla plus lourd que jamais. Il se dit que Sombreval elle-même conspirait à l'étouffer. Pourtant, au fond de lui, la décision était prise. On ne pouvait plus reculer. Et dans la pièce voisine, Jeanne veillait son enfant qui pâlissait encore. Jeanne regarda l'enfant, dit Martin tout bas, et sut que c'était sérieux. L'aube s'était levée sans éclat, noyée dans une brume qui traînait bas sur les toits de Sombreval. Le froid piquait la peau, mais l'air restait le même. Saturé, pesant, familier. Pourtant, Martin savait que ce jour ne ressemblerait pas aux autres. Ce matin-là, ils avaient décidé de montrer au grand jour ce que beaucoup soupçonnaient sans oser le dire. La place centrale se remplissait lentement. Artisans, lavandières, tanneurs, colporteurs. Chacun venait d'abord par curiosité, puis par besoin de comprendre. L'odeur des marchés flottait toujours, mélange de poissons salés, de paille humide et de cuir mouillé. Mais dans ce décor habituel, Martin posa son sac et sortit le carnet chiffonné. Sa main tremblait légèrement, non par peur de parler, mais parce qu'il savait que, dès l'instant où il ouvrirait ses pages devant tous, rien ne pourrait plus être recaché. Guillaume, debout à ses côtés, avait les traits tirés. Son odeur d'ammoniac semblait plus forte que d'ordinaire, comme si son métier tout entier le poussait encore à se taire. Mais il hocha la tête. Jeanne, en arrière, tenait son enfant serré contre elle. L'enfant respirait faiblement, et son souffle haletant suffisait à rappeler pourquoi ils étaient là. Martin leva le carnet. Sa voix se fit claire, mais calme. « Voilà ce qu'on a trouvé dans les caisses marquées de la fleur à 3 points. Des dates, des paiements, des consignes. On y lit que les bains de la ville ont été discrédités, non par accident, mais par volonté. On a payé des crieurs pour répéter que l'eau tuait. On a fermé les fontaines, on a vendu la peur, et chacun de nous a fini par respirer l'innommable sans plus le questionner. Un murmure parcourut la foule. Certains riaient nerveusement, d'autres fronçaient les sourcils. Guillaume prit alors la parole d'une voix plus rude. « Je suis tanneur. J'ai gagné ma vie avec ce que ces hommes m'ont encouragé. Mais je vous le dis, les poudres qu'ils versaient dans nos rigoles ont empoisonné l'eau. Ce n'était pas du hasard, c'était du profit. » Il sortit une petite fiole que Martin lui avait confiée. Il l'ouvrit, et une odeur acide se répandit aussitôt. La foule recula. « Voilà ce que vous buviez sans le savoir, dit-il. Voilà ce qui a rendu malades vos enfants. » Les réactions fusèrent. Certains crièrent à la trahison, d'autres hurlaient déjà des noms de marchands qu'ils soupçonnaient. Éléonore apparut à ce moment, entourée de 2 servantes. Son visage était pâle, mais sa voix resta ferme. « J'ai trouvé dans ma propre maison des tissus marqués de ce sceau. Je ne savais pas qu'ils servaient à ça. Mais aujourd'hui, je prends la parole pour dire que nous devons arrêter ce commerce. Nous devons retrouver des fontaines sûres. Sinon, nos festins parfumés ne couvriront jamais le goût de la peur. » Elle posa sur la table un petit coffret qu'on avait cru perdu, celui disparu de son manoir. À l'intérieur, des reçus, des contrats, d'autres preuves du réseau. Martin sentit son souffle se libérer. Désormais, les pièces s'assemblaient. Le tumulte gagna la place. Certains marchands nièrent, jurèrent qu'ils n'avaient fait qu'obéir à des ordres lointains. D'autres baissèrent la tête, incapables de contester l'évidence. On parla de punir, de bannir,
de brûler les entrepôts. Mais Martin leva la main. Écoutez, nous ne pouvons pas changer l'air d'un seul geste. Nous ne pouvons pas effacer les siècles en une journée, mais nous pouvons commencer autrement. En réparant les conduites d'eau, en protégeant les sources, en arrêtant de répandre ces poudres dans nos rues. Jeanne, serrant son fils, ajouta d'une voix claire et en rappelant que l'eau dit la vérité. Si nous laissons couler l'eau propre, elle lavera mieux que tous vos sacs de fleurs séchées. Un silence pesa, puis des voix approuvèrent. Certains artisans proposèrent déjà de prêter leurs bras pour nettoyer les rigoles, d'autres de surveiller les cargaisons à venir. La colère ne disparaissait pas, mais elle trouvait une direction. Les jours qui suivirent, Sombreval ne se transforma pas d'un coup. Les rues continuaient de sentir le cuir, la suie et la paille. Mais ici et là, des changements s'amorçaient. Une fontaine fut débouchée, une rigole nettoyée, des enfants purent boire sans tousser aussitôt. Les habitants continuaient de se plaindre de l'air, mais pour la première fois, ils osaient espérer que cela pouvait changer. Martin, lui, refusa de devenir un héros. Il remit le carnet aux artisans, puis s'éloigna. Il préféra redevenir marchand discret, porteur d'étoffes et d'histoires. Mais il savait qu'une part de lui resterait liée à Sombreval, comme une cicatrice invisible. Éléonore réduisit ses banquets. Elle garda ses parfums, mais les utilisa moins pour cacher que pour accompagner. Ses sachets de fleurs restaient sur ses tables, mais elle ouvrait davantage ses fenêtres. Guillaume retrouva une fierté en aidant à tracer de nouvelles conduites d'eau, prouvant que son savoir-faire ne servait pas seulement à tanner des pots. Jeanne, enfin, se fit meneuse naturelle des réparations quotidiennes. Son rire claquait encore au bord des rivières, mais il portait désormais une détermination neuve. Un soir, Martin traversa la place à nouveau. L'air n'était pas miraculeusement léger. Il sentait toujours la suie, le cuir et le poisson salé. Mais au détour d'une rue, une bouffée différente passa. C'était l'odeur d'un pain chaud, sorti d'un fournet de pierre. Une vapeur simple, claire, qui chassait un instant tout le reste. Il ferma les yeux, inspira profondément. Peut-être que c'est ça, pensa-t-il. Non pas effacer, mais ajouter. Laisser aux odeurs leur place, mais trouver celles qui apaisent. Le ciel gris s'étirait encore au-dessus de Sombreval. Le nuage bas ne disparaissait pas. Mais dans ce poids familier, une brèche s'était ouverte. Et pour la première fois, Martin crut que la ville respirait autrement. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé, comme une couverture de mots, et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit, laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.